One, two. OK, vous nous entendez bien. Seb, tu testes le micro un peu? Oui. Oh, mon Dieu, pardon. Oh, yeah. Il fallait que je m'installe sur le tabouret. J'ai toujours l'air d'un enfant. J'ai un petit tronc. Fait que, Ça aurait pris un bottin téléphonique. Oui, exact. Ouais, exact. Des fois, quand on tournait notre série télé à certaines scènes, je devais m'asseoir sur un bottin. C'est dur pour l'orgueil, mais ça cadrait mieux. Hey, bonsoir, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, En fait, oui. on n'est pas habitué de faire un spectacle aussi tôt dans la journée. On n'est pas habitué d'être tipsy à midi, là, comme, c'est un peu troublant. comme les circonstances nous obligent actuellement, Oui, littéralement. le day drinking. Exactement. Mais quel bel endroit. C'est la première fois qu'on vient ici au Vox. Merci à vous. Merci à Denis aussi d'avoir Oui. organisé ce premier festival des podcasts de Québec. Oui, Ben merci, Denis. Ben oui. Québec se doit d'avoir un festival des podcasts. Oh oui, monsieur. Bien sûr, l'an prochain, Centre Vidéotron, hein, on le souhaite. Yes. On compte sur vous. Yes. Nous sommes Distorsion Podcast, un podcast sur... Des histoires étranges de l'ère numérique. Vos pires histoires de date. Ah, c'est vrai. Je me mélange. On Oui, n'est pas dans le bon exactement. podcast. Non, ben oui, quel beau lieu. On est Distorsion, si vous ne nous connaissez pas, c'est fantastique. On est vraiment content de vous voir. On est un podcast sur les histoires étranges de l'ère numérique. En ce moment, on est c'est un peu un show de rodage pour nous parce qu'on se lance en tournée, en fait, à partir dans 2 semaines. Oui. Pour le cabaret des curiosités du web, qui est un peu notre version live. Donc, quand on est, si vous écoutez nos épisodes sur les plateformes de balado, eh bien, Oui. souvent, c'est des épisodes qui sont longs, qui sont denses, qui sont tragiques Oh oui. et tout ça. Mais en spectacle comme ça, ben, on vous sert un petit peu plus des tapas, tu sais, des petites bouchées d'histoires étranges de l'ère numérique comme ça, Exact. un petit peu moins dramatique. On est en plein jour. On parlera pas forcément de Démembreuse. démembrement aujourd'hui. On va garder ça pour plus tard. On a plein de petites histoires intéressantes pour vous ce soir, cet après-midi, bref. Oui. Ouais, on a de la misère avec ouais. à s'adapter. Petit clin d'œil aussi, on s'est dit, on est dans un bar de jeux vidéo vintage, donc pourquoi pas faire certains clins d'œil en lien avec ça. Oui. Et aussi en lien avec Québec, parce qu'on a quand même un petit passé, nous, à Québec. Oui, absolument. On a habité ici longtemps, puis je tenais à dire que dans ce building-là, on est bien dans le building de l'Unisson, hein, ici. Oui, c'est ça. Donc, il y a des studios de pratique en haut. Moi, j'ai déjà eu un band aussi en haut. On pratiquait en haut ici. Un band hardcore metal. Ouais, tu dois te demander le nom. À l'époque, ça s'appelait The Cinetics. On partageait un local avec Nevermore Than Less. Est-ce qu'il y en a qui Quand même. ça- Ben oui. Oui, il y en a qui connaissent ce band-là. Bon, et juste pour vous dire, eh bien, dans le band dans lequel j'étais, il y a Xavier qui, par la suite, a fondé Solids, des reviews sur Pitchfork, tournée nord-américaine, tout ça. Il y avait Guillaume qui est dans Bon Enfant maintenant. Guillaume, hein, qui est très grand, les cheveux frisés dans Bon Enfant, le succès, les accolades, tout ça. Marc-André au drum, maintenant, lui, il fait du son pour Arcade Fire, donc tournée mondiale et tout ça. Quand même. Hein? Et moi, 15 ans plus tard, je suis dans le même building à animer un balado, là, tu sais, comme ça, là, pas de Tout est dans tout. Hein, pas de tournée mondiale ou autre. Non, mais la boucle se referme. Oui, effectivement. Encore dans le même building 15 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on boit, Seb, pour cet événement spécial? Ben oui, ce soir, la tournée de bière nous a été offerte par la Barberie. Oui. Puis là, j'ai pas encore choisi, justement. Je vais faire mon choix de bière. Tiens, je vais prendre une sûre aux framboises. Oui. La Barberie qui est à Québec depuis 1997, Oui, hein, exact. c'est-à-dire plusieurs années avant notre naissance quand même. Ils sont là depuis longtemps. C'est la première coopérative de travail dans le milieu des microbrasseries à s'être installée. Ils ont aussi un excellent bistrot-pub où on peut manger d'excellents mets. C'est probablement là qu'on va se retrouver après pour souper ce soir. Et on peut aussi y amener nos enfants et nos animaux de compagnie à la Exact. Barberie. Fait que je peux y aller avec toi. Oui. Effectivement, je ne sais pas si je peux amener mon serpent, par exemple. Oui, on demandera.
Yes. Et justement, aujourd'hui, on vous présente, dans le cadre de ça, on veut remercier aussi Denis, on veut remercier les commanditaires aussi. Oui, le bar, oui. Oui, vas-y. Seb. Oui, le bar Le Vox hein, qui nous accueille. Oui, shout out. J'aime toujours venir ici quand je viens à Québec et, entre autres, prendre une bière avec Denis. On vient souvent au Vox. Ensuite, les formations continues du Cégep Limoilou, Urbania, Casadel, l'Institut de gouvernance numérique, Studio SFX. Crème, t'es en feu, mon gars. Là. Ouais. C'est ça. Mais merci à tous ces commanditaires. Honnêtement, c'est grâce à eux qu'on peut être ici aujourd'hui. Yes. Sinon, aujourd'hui, on vous présente une version un petit peu plus réduite de notre cabaret des curiosités du web avec quelques histoires. Sachez qu'on revient vous voir à Québec le 3 juin prochain. On revient vous voir à La Chapelle, qui est une super salle là, dans le coin de Vanier. Donc, si jamais vous aimez ce que vous entendez ce soir, venez nous voir. N'hésitez pas. En juin, il reste encore quelques places. Comme Denis le disait, on a de la merch aussi derrière aux intéressés. Notre nouveau T-shirt Black Metal est disponible à l'arrière. On a aussi, il y a Max derrière là, qui nous fait signe, qui a bien hâte que vous ayez le voir. On a nos livres, nos 2 premiers livres. On a fait une bande dessinée aussi avec des illustrateurs européens. C'est assez rare au Québec. On en a plein ici, si jamais ça vous dit. Des tasses à café, les stickers, c'est gratuit. Donc, vous pouvez Gâtez-vous. vous lancer dedans. Pour nous, bien, c'est une façon un peu d'arrondir les fins de mois lorsqu'on fait des grands déplacements comme aujourd'hui. Oui. Yes. Et le principe de nos cabarets des curiosités, on vous présente des petites histoires un petit peu plus courtes que lors de nos épisodes de balado habituels, mais on a une petite tradition, c'est qu'on aime toujours casser la glace. Quand on va dans une nouvelle ville comme ça, ça fait plusieurs fois qu'on va à Québec, on peut pas dire ça. Mais bon, Québec nous sert toujours des bonnes histoires quand même. On aime bien faire connaissance avec chaque ville qu'on rencontre grâce à la meilleure façon de connaître des gens puis d'apprécier une ville, c'est de jeter un coup d'œil au marketplace, au Facebook marketplace d'une ville. Pour nous, c'est la meilleure façon d'apprendre à connaître une ville, son esprit, tout ça. Exact, d'avoir le pouls de la ville. Québec ne déçoit jamais. Oh, jamais. C'est notre 4e passage dans l'année. On est venu 3 fois l'an passé, 3 fois au Petit Champlain. Et puis là, à chaque fois, on fait des recherches sur Marketplace et ça ne déçoit jamais. Donc, c'est une façon d'apprendre à se connaître, de briser la glace. Ça, la table est mise et on peut parler de sujets un petit peu plus tragiques. C'est ça. On met la table. Yes. Donc, je me lance, Seb. On est prêt? Oui. OK, allons-y. On est prêt, mon gars. Yes. OK, Marketplace Québec. Ma première trouvaille, c'est vraiment des annonces de Marketplace Québec. Oui, on triche pas, on triche pas. On a regardé cette semaine. Là, on a ça, sont récentes. Là, oui, non, c'est ça. Exactement. Ma première annonce que j'ai vue, c'est des télés cathodiques, mais un camion de télé cathodiques. Puis brand Donc, new. vraiment, 200 $, brand new CRT, une nouvelle télévision. Ça pourrait bien fitter ici. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a bien suivi les conseils de distorsion, c'est-à-dire que quand tu fais un crime, vaut mieux attendre plusieurs années avant de... Oui, tu sais, donc, lui, il a carrément volé un camion chez Best Buy en 97. Oui. Puis, il a attendu plusieurs années avant de l'écouler sur Marketplace. Donc, c'est sans doute un auditeur qui a bien suivi nos conseils. Oui, il est sûr de ne pas se faire prendre. Oui. La prochaine, Seb, vient de toi. Oui. Je le montre. Allons-y. Je suis toujours surpris de voir ça. Cette chaise à fromage. Une chaise fromage. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans votre Marketplace, cette chaise. Oui. Il y en a qui l'ont vu. Bon, OK. Sérieusement. Elle est presque virale, hein, parce que même notre monteur, André, que je salue, il nous l'avait envoyé, puis moi-même, je l'avais déjà dans mes captures d'écran. J'étais comme, tout est dans tout. Et dans la description, là, je ne l'ai pas mis, mais ça dit « chaise idéale pour animaux ». Fait que je ne sais pas si c'est pour les chats, les souris, mais en même temps, dans le décor, on dit, je ne sais pas quoi dire, mais c'est pas beau. Mais il faut savoir que quelqu'un qui l'a acheté neuve, c'est toujours ça qui me surprend de ça. Exactement. Je ne sais pas c'était où avant cette chaise-là, avant d'être chez quelqu'un. Ou de la dédier aux animaux. Je ne sais pas, peut-être pas assez confortable pour des fesses d'humains. C'est vrai qu'elle est profonde un peu. Hein, D'après moi, toutes les annonces qu'on va présenter ce soir vont se vendre là, dans la demi-heure. Oui, exact. On crée le marché. On vous surveille. Sinon, un autre objet que tu nous as trouvé, Seb, intriguant cette chose, hein, c'est comme un turbo Vuvuzela. Ça aussi, je manquais de mots. C'est quelqu'un de créatif. Puis il en vend plusieurs. Hein. Dans les autres photos, là, il y en avait 4-5. C'est pour
comment dire, cheerer up plus, klaxonner plus dans les arénas, dans les matchs des Nordiques, au centre Vidéotron. Mais tu peux à la fois driller un trou et hurler. Là. Et hurler en même temps. Mais c'est la créativité, moi, que j'apprécie dans ça. Mais je pense toujours aux pauvres voisins de cette personne-là qui est dans l'aréna. Ça doit être invivable. Mm-hmm. Donc, mais il y en a plusieurs. 220 je ne sais pas si c'est un bon prix, mais avec une drill d'inclus, je trouve ça quand même intéressant. Mais honnêtement, je ne sais pas qui paierait pour ça. Bonne question. C'est pas donné, en tout cas. Non, exact. Tu avais une autre annonce pour nous, Seb. Celle-là, ça me parle vraiment. Hein, oui. Quel beau couvre-lit. Quel beau couvre-lit. La première oui. Vous savez que je vous suggère d'aller voir, s'il y en a qui aiment aller surfer sur Reddit, il y a un sous-Reddit, une section qui s'appelle Male Living Space. Donc, oui. je suggère à tout le monde d'aller faire un petit tour là-dessus. Vous allez voir, il y a très peu de bonnes suggestions d'écho. Mais si vous voulez des appartements qui ont l'air d'espaces liminaux là, ou d'espaces vides ou de pas de base de lit, c'est l'endroit. Oui. J'ai l'impression que celle-là aurait pu se retrouver là. Absolument. Moi, la première chose que j'ai pensé en voyant ça, t'imagines, t'arrives chez quelqu'un, c'était ta première date avec cette personne-là. Elle te fait visiter sa maison, son appart, puis il y a ça dans sa chambre. Je suis comme, OK. Mais encore là, je sais pas. Je le trouve cher aussi, 80 c'est Scarface, mais c'est quand même un rabais de 100 hein? Ah, ben oui, quand même. Mais ça va être un genre de rabais Canadian Tower. Là. Tu sais, ça a l'air de valoir cher, mais finalement, il est tellement pas cher. Mais ouais, c'était quelque chose qui m'emballait, si je peux dire. J'en avais une autre de mon côté aussi, puis c'est quand même une annonce un peu personnelle. Hein, je me dévoile à vous, mais j'ai déjà habité à Québec, moi, plusieurs années d'ailleurs, sur le boulevard Charest ici. Mais j'ai trouvé ce matin, puis je l'ai ajouté tantôt lorsqu'on buvait un petit verre là-bas, mon ancien appart. J'ai trouvé mon appart d'étudiant ce matin annoncé à Québec. Et le voici. Magnifique. C'était c'était pas aussi beau que ça dans le temps. Là. C'est quand même assez clean. Mais juste pour vous dire, c'est un petit loft près de la rue Cartier. Pas mal sûr que Nico Fam, qui était dans la salle, a sans doute fait le party là-dedans. Peut-être même qu'il a souillé les toilettes, je ne sais pas. Mais c'est juste pour vous dire, moi, je payais, je crois, 450. Il y a peut-être 14 ans à peu près de ça. Quand même, ça fait un bout de temps. Et c'est un appartement aussi, anecdote aussi. Puis là, on va faire en sorte que la soirée, ce ne soit pas juste Émile qui boit une bière en vous parlant de ses anecdotes de Québec. On aime ça. Pendant 1 heure. Mais dans cet appartement-là, il y a déjà eu une attaque du pyromane de Sainte-Foy. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent du pyromane de Sainte-Foy? Quand même, oui. Et en fait, moi, je l'ai su le lendemain. Mes voisins je revenais du travail, ils m'ont accosté dans la rue en me disant « Hey, c'était intense cette nuit, hein? » Moi, j'étais là, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Ben, les pompiers, là, l'évacuation, là, les coups de hache dans les portes, tout ça, tout le monde dehors. Ah oui? OK. Donc, moi, je dormais dans ce lit-là. Tranquillou. Donc, je peux vous confirmer que c'est bien isolé. Le son est bien isolé. Oui, quand même. Le building a pogné en feu. Les pompiers sont venus cogner. J'ai jamais eu connaissance de ça dans cet appart-là. Donc, mais heureusement, bien isolé, mais il y a eu un petit effet inflation à tout ça. Mais je me rappelle, moi, quand je t'ai connu, je pense que c'est le premier appartement que tu m'as amené chez toi. Oh là là. Ça devait être wild. Sinon, je voulais commencer aussi. On a vu récemment sur Marketplace, sur les réseaux sociaux, on a vu des pages qui rendaient hommage aux fameuses photos de miroirs. Hein. Les gens qui vendent des miroirs sur Marketplace sont toujours très originaux dans la façon de prendre des photos et autres. Moi, j'ai dit, je vais faire un hommage aux télévisions, aux photos de télévision. Mais à Québec seulement. Donc, ici, vous allez voir rapidement, on a Claudie qui a fait vraiment un bon étirement de bras là, pour prendre en photo sa télé. Et aussi, je vous présente aussi Lewis, qui est tout écartelé. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui fait carrément un genre de split. J'ai aussi un ami qui s'appelle Lewis qui est dans la salle. Je ne sais pas si c'est lui. Je n'ai pas reconnu sa peau. Faut que tu te dévoiles, c'est tout. Donc, Claudie et Lewis ici qui ont tout donné pour vendre leur télé sur Marketplace. Aussi, on a ici Manon, en fait, qui a pris, je ne sais pas trop qu'est-ce que Manon faisait là, avec des trucs multicolores sur sa table et son iPad ou son laptop. Je n'ai jamais vu un iPad gros de même pour prendre une photo de télé. C'est une vieille génération.
Oui, il y a aussi Audrey qui, elle, a compris, tu sais, qu'en en mettant la télé sur une table, ça allait être plus facile. Mais là, bon, on voit un ventilateur au plafond, on voit un peu son bras et tout ça. Je considère pas que c'est forcément réussi. Tu trouves? Si on poursuit ici, Oui. c'est vraiment des annonces de télé de Québec. Hein. Si on poursuit ici, Marie-Josée nous propose ceci. On dirait soit un tableau dans un jeu vidéo avec personne ou exact. un lieu de trafic humain. Là, je sais pas. Là, ça a l'air trop clean. Oui, parce que c'est pas le reflet, là, je peux pas croire. Ouais. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans tout ça, c'est Ghislain Ghislain, carrément, lui, quelqu'un de pass-out sur son divan en face de sa télé. Et après plusieurs minutes d'analyse, je me suis rendu compte que, ben non, c'est une émission à Série Plus qui a pris. Mais pourquoi tu prends une photo à Série Plus? Prends une explosion, quelqu'un qui court, qui conduit une voiture, prends pas quelqu'un qui dort sur son divan. Tu sais, les gens vont penser que c'est directement en C'est fait. dans les effets collatéraux. Ben oui, donc au début, j'étais là, mon Dieu, hein, est-ce qu'on a une première mort sur Marketplace ici? Mais non, c'est Non, c'est de la fiction. une image de Série Plus. Je termine ici. J'avais l'impression que c'était ton bureau, Seb. En fait, on voit que c'est clairement un hoarder, donc quelqu'un qui accumule beaucoup. C'est Seb qui vend sa télé Samsung. C'est vrai que mon bureau, c'est mon bureau. Puis en creusant, Seb, tu as trouvé aussi, toi aussi, une série intéressante. Hein? Ah ouais, on tombe dans un rabbit hole Québec, vous allez voir. J'étais un peu troublé. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un marché pour les masques à gaz quand même assez deep là, à Québec. Là. Oui. Je te laisse nous en parler. Et militaire, je l'ai renommé le Market Mask. C'est qu'au début, je regarde. Bon, j'ai pas fait d'études empiriques sur chaque région, mais Québec se sortait du lot par rapport au nombre de masques affichés, du moins dans les 2 dernières semaines. Et là, il y a un premier respirateur roumain qui est là. C'est en fait que je me pose la question, pourquoi il y en a autant? Là, c'est un Tchécoslovaque. Qui est quand même 50 $. On a ensuite, lui, il est vieux, là, il date vraiment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, j'étais confus. En voyant ça, je me disais, soit c'est un instrument de torture, parce qu'on voit que le tuyau amène à comme un bidon d'essence, ou un prototype de bong, possiblement. Oui, à l'époque. qui a été bien utilisé. 280 $ quand même. Oui, pas sûr que je le cher porterais. quand même pour ça, mais il date quand même de la guerre mondiale. Un autre encore, un masque militaire contre les gaz, 100 $. Il y a une inflation en plus. Je ne sais pas c'est quoi les différences avec les autres, mais sinon, c'est que ça n'arrêtait pas, là. Il a fallu que j'arrête, là. Mais vous voyez, ça, c'est tout. Il y a quelques d'autres masques un peu rigolos, mais il y avait beaucoup de masques comme ça. Puis je sais pas, je sais que vous avez sûrement peut-être entendu, il y a la base de Valcartier qui est ici, évidemment, mais il y a eu 4 ou 5 dudes là, qui ont été arrêtés pour... Des milices. Oui, pour avoir monté une milice. Oui. Donc, c'est peut-être cette influence-là qui fait à Québec, là, donc, où il y a quelque chose qui se prépare, puis c'est nous qui n'est pas au courant. Là. Ben oui, non, j'ai été surpris aussi de voir autant de masques à gaz en vente à Québec. Oui, exact. Donc, mais il y a personne dans la salle qui aurait vendu des. Puis en fait, je me pose, j'imagine qu'il y a un intérêt de posséder le truc, mais je ne sais pas si à part collectionner quelque chose, si ça sert. Ça. Bonne question. Il y a un beau masque de Trump. Oui, exact. Je trouvais qu'il cadrait, mais il était à vendre aussi dans le lot de politiciens et sénateurs américains. Oui, il y en avait plusieurs autres. Il y en avait quelques-uns quand même. Si c'est la personne qui est fait, il était bon quand même. Il y avait du talent dans ses masques. Ben merci pour ces belles marketplaces, Seb. Donc, Québec, ça fait plaisir de casser la glace avec vous, d'apprendre à se connaître un petit peu. Je pense que maintenant, on est prêt à se lancer dans nos vraies histoires, oh, oui, Seb. Oui, mon cher. Oui, monsieur. Oui. Commençons tout de suite. Je commence avec ma première histoire c'est une histoire qui a défrayé les manchettes beaucoup. Jeffrey Epstein, vous avez probablement entendu ce nom-là quelquefois dans les derniers mois, dernières années. Et je voulais faire un petit parallèle parce que Jeffrey Epstein a une certaine historique, si on veut, avec les jeux vidéo. Et je voulais en parler aujourd'hui vu qu'on est dans un espace qui est réservé à cet effet. Oui. Il se trouve que Jeffrey Epstein a déjà été banni d'Xbox Live et je vous raconte un petit peu l'histoire. Ce qu'on apprend, c'est que éventuellement, évidemment, il y a eu plusieurs documents du département de la justice américaine qui ont été rendus publics là, en début 2026. On est encore, moi et Seb, en train de les éplucher là, d'une manière très ardue. Même le New York Times ont dit que eux, je crois qu'ils ont engagé 30 personnes. Ça va leur prendre 4 mois
épluché les Epstein Files. Donc, on peut s'attendre à des nouvelles comme ça encore pour quelques semaines, quelques mois. Mais bon, puisqu'on a entendu parler de plein de choses hein, de Epstein en lien avec même Montréal, avec Guy Laliberté, tout ça, moi, je voulais me concentrer sur la filière jeux vidéo. Ce qu'on apprend dans ce paquet de dossiers-là, vous savez qu'on peut aussi avoir accès au courriel de Jeffrey Epstein via le Gmail World, qui les internautes ont remis. Ont comme recréé une boîte courriel Gmail avec les documents retrouvés dans les documents du département de la justice américaine. Beaucoup d'heures. Et vous pouvez aller vous-même fouiller pour ces documents-là, chose que moi j'ai fait. Oui, c'est. Et puis, son adresse, l'adresse qu'il utilisait à la fin, c'est G-Vacation, donc un peu Jeffrey en vacances. Et il y a une série de courriels qui lui ont été envoyés à une certaine époque, je crois que c'est en 2013, oui, exactement, des courriels de Microsoft, de Xbox, associés à cette adresse-là. Comme quoi son compte avait été suspendu. Il avait été complètement banni de Xbox Live. Et le premier mail, il y en a deux là, qui retiennent notre attention ici. Oui. Il y en a un qui est titré Enforcement Action. Il indique que Xbox Live est définitivement suspendu pour harassment, threats or abuse of other players, donc pour harcèlement, menace ou abus d'autres joueurs. Et apparemment que ces accusations ont été qualifiées dans le courriel de sévères, répétées, et excessive. Oh, OK. Et donc, c'est pour ça qu'on l'aurait banni de Xbox Live à ce moment-là. Par contre, il y a un second courriel qui a été envoyé le même jour qui donne un petit peu plus de contexte. Il semblerait que Microsoft, on est en 2013, je vous rappelle, aurait suspendu vraiment une grosse batch de comptes Xbox Live en lien avec les fameuses listes de prédateurs sexuels qu'on retrouve dans différents quartiers, différentes villes américaines. Donc, moi, j'étais quand même surpris positivement de voir qu'il y avait eu un lien entre le département de la justice et Xbox Live pour suspendre les prédateurs sexuels à quelque part. Oui, absolument. Hein. Et qu'il y avait eu vraiment un lien croisé entre les deux institutions. Donc, dans ce deuxième courriel-là, Microsoft explique que cette suspension s'inscrit dans un partenariat avec le procureur général de l'État de New York visant à retirer tous les délinquants sexuels enregistrés des services de jeu sur la plateforme dans le but de protéger les autres joueurs. Et en particulier les enfants, bien évidemment. Oui, absolument. Donc, Epstein, on sait qu'il a été condamné en 2008 pour justement des crimes sexuels, a été flagué dans la liste des délinquants sexuels et c'est comme ça, en fait, que par la suite, Microsoft sont arrivés et ont banni son compte. C'est quand même incroyable que même malgré, ce gars-là, c'est une pourriture, là, mais il continuait sa pourriture à travers la Xbox, là, je veux dire. Ce qu'on connaît, c'était beaucoup du recrutement de filles, tout ça, mais ça veut dire que même sur ces plateformes-là, ils groomaient des enfants, des jeunes filles. On n'a pas le détail tant que ça, mais c'est particulier quand même. Ça, c'est pas prouvé, évidemment, mais tu sais, dans le sens que rien nous dit qu'il... Mais oui, c'est possible. Si c'est fait... Il y a tellement de fait de choses en dehors de la plateforme que, bon... Puis pour qu'ils te flaguent comme ça, il y a du keyword qui a été détecté à quelque part. Là. Puis Microsoft, ils ont toujours été très proactifs. Hein. Ils ont des logiciels de détection. Xbox appartient à Microsoft, pour ceux qui l'ignorent, mais ils ont des logiciels très, très avancés pour détecter justement tout le contenu pédopornographique qu'ils ont dû l'utiliser. Ouais. Mais ça ne s'arrête pas là. Il semblerait que Jeffrey Epstein aussi ait eu quelques mésaventures avec le jeu Fortnite, que vous connaissez probablement aussi, qui est un jeu très populaire chez les jeunes, du moins qui a été très populaire un bout de temps. Et là, on tombe un petit peu plus dans les théories du complot ici. Là. Donc, d'où vient cette histoire? Encore une fois, suite à la vague de publication des documents sur Epstein en début 2026, il y a des internautes qui ont fouillé toutes ces activités en ligne, dont moi aussi, et ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs comptes associés à un pseudo qui est Little Saint Jeff One. Donc, on se rappelle que l'île de Jeffrey Epstein, c'est Little Saint James. Donc, j'imagine que lui a voulu faire un genre de jeu de mots avec son propre nom et son île. Donc, Little Saint Jeff, pardon. Et là, là-dessus, quand on fouille là-dedans avec ce pseudo-là, on trouve plein de choses. On se rend compte que Jeffrey aimait beaucoup se commander des matchs de UFC, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est toutes des choses qu'il faisait avec ce pseudo Little Saint Jeff. Et d'ailleurs, dans son... c'est drôle parce que j'ai épluché les courriels envoyés à cette adresse-là et puis, à un moment donné, il écrit à Yahoo
lui-même écrit à Yahoo pour lui dire hey, « j'ai été hacké ». Il semblerait que ce compte-là qu'il avait était souvent hacké. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Ah, et il donne ses mots de passe, en fait, dans le courriel. Dans le courriel? Oh mon Dieu, wow! Et le courriel et le mot de passe pour Little Saint Jeff, qui était enregistré chez Yahoo, était Mermaid. Sirène. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à déduire de tout ça. À déduire de ça. Mais bref, c'était son mot de passe pour Little Saint Jeff. Bref, je reviens à Fortnite. C'est qu'en faisant le tour des Epstein Files, on se rend compte qu'il y a un courriel qui a été envoyé pour justifier une dépense. Et sa dépense, c'est 25 $ en monnaie Fortnite, ce qu'on appelle les V-Bucks. Oui, oui. Donc, il aurait acheté pour 25 et 95 $ de monnaie Fortnite en 2019. On se rappelle qu'il est mort en 2019 aussi. Oui, là. oui. Mais dans la dernière année de sa vie, s'il est bel et bien mort, bien sûr, il aurait acheté de la monnaie de Fortnite. Mais à ce moment-là, dans ce courriel-là, tout est caviardé. On ne sait pas à qui envoie ce message-là. Mais c'est ça, c'est une mention dans un échange comme quoi il aurait acheté des billets de la monnaie de Fortnite. Après, les gens comme nous, les enquêteurs en ligne, quelque part, se sont mis à taper son pseudo Little Saint Jeff One, essayer de voir dans les bases de données publiques, est-ce qu'il y avait d'autres stats, est-ce qu'il y avait d'autres données en lien avec ça. Et imagine-toi donc, Seb, qu'il y avait un compte Fortnite actif lié à Little Saint Jeff, son pseudo. OK. Et ce compte-là a été géolocalisé en Israël et il aurait été encore actif en 2025. Oh, c'est sûr qu'il n'est pas mort. Donc, 6 ans après sa mort, imagine-toi donc. Donc, à partir de là, il y a plein de théories qui ont décollé, notamment Epstein n'est pas mort, mais il vit en Israël et joue à Fortnite. Donc, évidemment, ça occupe les L'Internet s'est enflammé. Ça occupe la journée. Et c'est probablement ça, l'hypothèse la plus plausible, vous savez. Et là, les posts, évidemment, deviennent viraux sur X, TikTok, Instagram et autres, avec cette rumeur-là, avec des photos trafiquées d'Epstein à Tel Aviv, des spéculations sur ses liens avec des personnalités israéliennes. Mais par contre, le tout s'est arrêté lorsque les gens de Epic Games, de Fortnite, ont comme sorti une réponse officielle, dans le fond. Oh, quand même. Puis eux, ils disent que c'est un canular, c'est un utilisateur de Fortnite qui a créé le pseudo une fois que le pseudo a été connu du reste d'Internet. Donc, lui, il est allé et il a créé un pseudo sur Fortnite. Qui est probablement basé pour vrai en Israël. Et tout ça a été monté en épingle. Mais bref, ça contribue un peu tout au mystère autour de la mort de Jeffrey, tu sais. On a retrouvé aussi un profil YouTube sous le même pseudo. Puis je vous le montre ici, là, le fameux courriel des V-Bucks. C'est tout simplement ça, 25,95 for V-Bucks on Fortnite. Et ça s'arrête tout simplement là. Mais c'est 2019. Je me rappelle plus quand il avait été emprisonné, mais tu vois qu'il jouait un petit peu avant. J'imagine sûrement pas de sa prison. Non, je pense pas. Quoique, c'est encore drôle. S'arranger pour jouer à partir de la prison. Oui, oui. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il y a eu une chaîne YouTube avec le même pseudo. Puis, étrangement, cette chaîne-là est disparue de la Wayback Machine, donc des archives de l'Internet. Oui. Ça, c'est un outil que moi et Seb, on utilise souvent pour aller voir des vieilles pages qui auraient été supprimées. Donc, évidemment, sa page YouTube a été supprimée. Et même quand on va voir sur la Wayback Machine, sur les archives de l'Internet, eh bien, on ne trouve pas cette page-là. On voit qu'il y a eu des sauvegardes. Même quand on clique sur les sauvegardes, on ne les trouve pas. Donc, encore une fois... Il enlève les problématiques, les plus problématiques. Oui. Et là, je voulais terminer avec une petite... terminer cette histoire-là, du moins, avec un petit clin d'œil à la ville de Québec. Hein. Saviez-vous... Vous, Québec, vous pensez que vous êtes safe dans les Epstein Files? Hein? Vous pensez que vous êtes clean? Hein? On a vu beaucoup Guy Laliberté et tout ça. Montréal, il aimait bien venir à Juste pour rire au festival avec ses amis à la F1, tout ça. Mais Québec, on n'a pas vu sortir grand-chose. Hein? Non. Eh bien, il n'est pas venu au FEC. Oui, c'est vrai. Sachez que malgré tout ce que les médias traditionnels disent, il aurait fallu un podcast dans un bar de jeux vidéo pour que vous appreniez à quel point vous avez été éclaboussé, Québec, par les Epstein Files, parce que... Là, vous allez voir, ça va faire mal. De l'ambiance. Imaginez-vous que Epstein et sa gang ont ri de vous, Québec, en raison d'une tempête de neige que vous avez reçue quelque part en 2012. Donc, il y a eu des courriels de forwardés à Jeffrey Epstein expliquant que « So you want to whine about winter? Vous voulez vous plaindre de l'hiver? Regardez Québec City, Canada! » Et là, les gens de Québec lui envoient des photos,
vous voyez des photos de bancs de neige qui ont été pris lors de cette tempête-là, parce que Epstein, résidant à New York, eux aussi ont eu une bonne tempête. Mais il y a des gens de Québec, de ses amis qui habitaient à Québec, qui lui ont envoyé des photos du lendemain de la tempête. Donc, ils ont eu beaucoup de plaisir. Hein. Ils ont creusé un tunnel. Ils ont même, fait un petit jacuzzi. Ben oui, là. un petit spa, là. C'est ça. On se sent sur la Epstein Island. Hein, elle a des petits airs de Guylaine, hein? Oui, et puis je voulais mettre celle-là aussi où ils se sont fait une petite place là, en short là, pour aller chiller sur, sur la balançoire. C'est toutes des photos de Québec qui ont été envoyées à Jeffrey Epstein en lendemain de tempête. Et Jeffrey, lui, il dit j'arrive pas à lire. Je comprends qu'on n'en a pas eu autant, nous, ici. Et là, c'est un bon brin de rigolade sur votre dos, Québec City. Oui. Et sur le dos de votre tempête que vous avez eue. Vous doutiez pas, hein? Mais d'où est-ce qu'ils viennent, ces courriels-là? Hein? Oui, d'où est-ce qu'ils viennent? Comment ça, Jeffrey a des amis à Québec? Comment ça? Hein? Pourquoi? Il y a eu des photos de votre tempête de neige envoyées jusqu'à lui pour qu'il se moque de vous, vraiment solidement. C'est que ces gens-là, j'ai fouillé. J'ai fouillé vraiment ce que les médias traditionnels n'ont pas fait. Non, exact. Moi, j'ai fouillé. Les merdias. Et il se trouverait que ces gens-là sont des membres d'une compagnie qui s'appelle Avera, qui offre des services un peu spirituels et santé. Généralement, quand tu mélanges les deux, c'est pas bon signe. Et puis, il y aurait des membres de cette compagnie-là qui résideraient à Québec. Et Jeffrey serait membre, serait abonné à leur newsletter. Oh, OK. Et il lui aurait envoyé affectueusement ces photos de la tempête de neige. Ah, voilà, tu as découvert. Donc, poteau. Québec, j'espère que vous êtes fâchés de tout ça. J'espère que vous allez en parler lundi matin au travail autour de la machine à café. Il faut dénoncer mais ça. Fortement éclaboussé dans les Epstein Files. Je vous le confirme. Tu vas avoir la première page du Journal de Québec. C'était ma première histoire. Yeah! Ton tour maintenant. Good job. Une petite thématique jeux vidéo est mort, tiens. Oui, quel hasard. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Berserk, qui n'est pas si simple à prononcer, mais avec le temps, on s'habitue. Berserk. Berserk, oui, c'est ça. J'aime bien dire Berserk, mais ça va être Berserk. C'est que j'appelle la borne qui tue. Et là, mon histoire, on se déplace un samedi soir, le 3 avril 1982, à Calumet City, dans l'Illinois. Vers 20h30, Peter Bukowski, il rentre au Friar Tuck's Game Room avec un ami. Ça, juste pour vous dire, c'est la devanture d'aujourd'hui parce qu'en 1982, il n'y avait pas de Google Street View et c'était beaucoup plus dur de reprendre une image de l'époque, mais le commerce existe toujours. Et là, il y a 18 ans, notre cher Peter, il vit, lui, à South Holland, qui est une banlieue sud de Chicago. C'est un bon élève, il a des bonnes notes, il veut aller en médecine et tout ça. Un peu, à l'époque des années 80, les parents souvent avaient tendance à critiquer les gens qui allaient dans les arcades comme si c'était un peu pas un sport de bum, là, mais un peu... c'était dangereux. C'était dangereux, exact. Mais lui, se faire manipuler par la machine. Oui, c'est ça. Mais lui, il n'y a rien de tout ça. Il n'est pas sous la drogue, l'alcool ou quoi que ce soit. Sauf que cette journée-là, il va rentrer... en fait, il ne fait pas rien de différent que tous les autres ados, sauf que cette journée-là, il va rentrer dans l'histoire des jeux vidéo, mais pas par la porte qu'on pense. Dans la salle, il y a du bruit, il y a des machines... puis il y a des voix aussi synthétiques qui percent l'air. Puis il y a une borne de jeu qui s'appelle Berserk, qui détonne un peu du lot. Oui, c'est ça, je voulais vous montrer un peu l'ambiance de l'époque avec les coupons, puis même les rabais qu'il y avait. Oui, parce que Seb a pris son devoir très sérieusement. Je pense qu'il y a 40 slides là, par histoire. Là. Fait qu'il faut que tu me guides un peu. Là. Oui, je vais te... Merci d'être avec nous un samedi à regarder des PowerPoint là, en passant. Là, c'est un peu pédagogique. C'est sympa de votre part. À quelques moments, je suis enseignant, donc j'ai ramené ça. Non, plus sérieusement, c'est ça, c'est cette entreprise... en fait, cette machine-là, elle existe depuis 1980, cette borne-là, Berserk, c'est Stern Electronics qui ont sorti le tout. Ce qui était particulier à l'époque, c'était un jeu très stressant, agressif, c'était des labyrinthes, des robots armés. Puis la borne, elle parlait. Ce qui était, à l'époque, il n'y avait pas de borne qui parlait, puis il avait intégré une technologie de voix synthétique, puis elle pouvait dire jusqu'à 30 mots. Puis c'était une des premières bornes qui utilisait la synthèse vocale comme ça. Puis elle pouvait t'interpeller si tu passais tout près. Oui, quand tu passes devant, entre autres, sa phrase clé, c'est «
coins detected in pockets. Puis elle disait ça quand tu passais. Des fois, quand tu jouais, elle pouvait te dire reste et bats-toi comme un robot. Ou elle pouvait aussi lancer des alertes et tout ça, mais ce qui était quand même. Est-ce qu'elle pouvait te dire no coins detected in pocket? Mettons que tu t'as pas une scène sur toi. Inflation. Elle te shamait. Non, non, elle n'était pas allée jusque-là. Mais dans les années 80, c'était quand même assez comment dire, innovateur. Merci. Oui, merci, Mike. Oui, merci de me donner les mots. Tu pouvais faire jusqu'à 64 000 tableaux et tout ça. Puis il y avait une technologie photo-optique aussi, même pour le joystick. Ça permettait de déplacer des images dans 8 directions différentes. Ça a l'air de rien, mais des années 80, c'était hyper complexe. Et notre cher Peter, je reviens à Peter, lui, il joue environ une quinzaine de minutes. C'est pas beaucoup, mais c'est assez. Il a laissé, pendant sa game de 15 minutes, il a laissé 2 fois un top score dans cette borne-là. Puis à l'époque, c'était une des seules bornes qui était capable de garder jusqu'à 5 scores, même quand tu la débranchais. Fait que c'était quand même aussi une technologie. Puis ça aussi, je vous ai fait un petit gif animé, vu qu'on n'avait pas de vidéo, pour que vous voyez un peu un jeu très élaboré. Oui, 1980. Hein? Et il joue 15 minutes, il bat des scores, il s'en va de là, il s'en va sur une autre machine. Et dès qu'il rentre, il met les 25 sous. Ah oui, avant, je voulais vous parler de Evil Auto. Le petit bonhomme rouge, c'est que dès que tu t'arrêtes, parce que le point que je ramène souvent, c'est que le jeu il est stressant. Puis retenez ça. C'est que dès que tu t'arrêtes, le Evil Auto, il veut te pourchasser, puis il va essayer de t'expulser de l'écran. Là, il se déplace, c'est ça, il met d'autres monnaies dans une autre borne qui n'a jamais été nommée quel jeu, puis il s'écroule à terre. Oh, OK. L'ado en question. Là. Oui, exact. Peter Bukowski. Et à 21h, il est déclaré mort. Sauf que là, c'est trop bizarre. Il vient de jouer à un jeu vidéo, il tombe mort. Avec des grands titres comme ça. Exactement. Le lendemain matin, il est mort à 21h. Le lendemain, ça n'a pas été long. Là. Il y avait plein de une de journaux, l'autopsie n'est toujours pas faite en plus, qui disait justement qui était tué. Young dies after video game. Teens play games dies. Puis il y a tout ça. Puis, oui. À l'époque, même encore aujourd'hui, on l'entend moins un peu que les jeux vidéo, c'est mauvais et tout ça, mais à cette époque-là, c'était encore, c'est les premières années de Nintendo même, c'était pas tant démocratisé. Il y avait le jeu Polybius aussi, jeu quand même assez mythologique, là, où il y a des gens qui étaient morts en jouant. Là, c'était plus attribuable à des crises d'épilepsie là, au final. Mais bon, il y avait déjà un peu dans l'esprit collectif comment dire, cette pensée comme quoi les jeux vidéo pouvaient tuer et contrôler la pensée. Exact. Puis là, les médias arrivent et le propriétaire du Friar Talks, Tom Blanky, à l'époque, il donnait des entrevues, puis lui-même, il fallait qu'il se défende un peu de ça parce qu'il était un peu, pas accusé, mais indirectement, c'est comme si on accusait le jeu vidéo et tout ça. Puis lui-même, la première entrevue qu'il a dit, je pense qu'il y a un problème cardiaque préexistant, le gars, parce que tu peux pas mourir comme ça. Mais finalement, quelques jours plus tard, semaines plus tard, ils font l'autopsie. Puis c'est là qu'on se rend compte que aux premiers abords, si tu changes de slide, là, aux premiers abords, je voulais vous montrer la borne au complet. Je suis en retard dans les slides. Voilà, non, c'est de ma faute. C'est un documentaire. Là, oui, exact. Netflix nous attend tantôt. Mais plus sérieusement, c'est ça. Puis au départ, l'autopsie ne donnait pas de problème direct, sauf qu'ils se sont rendus compte, il n'y avait pas de blocage cardiaque ni de traces d'artériosclérose. Mais par contre, ils ont vu une cicatrice sur le cœur qui datait d'au moins 2 semaines avant le drame. OK. Puis ça, c'est une inflammation du muscle cardiaque, ce qu'on appelle une myocardite. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress du jeu vidéo, en fait, le coroner, ce qu'il dit, c'est que c'est pas le jeu vidéo en tant que tel qui l'a tué, mais il y avait une prédisposition à mourir. C'est le jeu vidéo a fait partie du drame, mais il aurait pu courir après l'autobus, se chicaner avec quelqu'un, tomber, puis avoir un stress, puis il serait mort quand même. Sauf qu'il est mort en jouant à un jeu vidéo. Fait qu'on a fait cette corrélation-là à l'époque, mais finalement, c'est qu'il y avait une prédisposition cardiaque. Et là où ce que je veux vous amener, c'est qu'il y a quand même un docteur à l'époque qui a étudié, qui avait sous la mire que le jeu vidéo pouvait stresser.
pouvait stresser. Puis il a étudié le cœur. En fait, c'est Robert S. Elliott qui a écrit un livre, entre autres, là, sur le stress. Puis j'aime beaucoup son titre, How to Lighten Your Load and Save Your Life. Oui. Dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a étudié 1000 joueurs quand même, puis il a remarqué que quand tu joues, certains joueurs, leur battement cardiaque augmentait de 60 battements par minute. C'est quand même intense, là. Puis la pression artérielle pouvait atteindre 220 en moins d'une minute. Donc, il disait que même une personne sur trois présentait une réaction physiologique forte au stress mental quand il jouait à des jeux. Mais si on se dit les vraies affaires, je ne suis pas surpris parce que moi-même, quand je joue à des jeux, là, je me mâche la langue parce que je suis stressé. Puis des fois, j'ai mal à la langue. J'ai mal à la langue parce que je m'en rends compte que je suis tellement dedans que, fait que je comprends pourquoi ce que ça fait. Mais là, ça a été démontré quand même par la science. Donc, le jeu explique. C'est pas le jeu en tant que tel, mais c'est ça. Mais le problème avec cette légende-là de Berserk. Et lui, ce monsieur-là. Ah oui, ben j'y arrive, c'est ça, c'est lui. Oh, lui, okay. c'est je l'appelle le mort fantôme. En fait, c'est supposément avant notre ami Peter qui est mort, il y aurait eu Jeff Daly qui serait mort, ou Daly selon les versions ou selon les sources. Lui, en janvier 81, c'est un homme de 19 ans. Lui aussi se serait effondré, mais ça serait sur la borne Berserk, mais il jouait un jeu puis son score était de 16 660. Puis étant donné qu'il y avait le 6. Le 666, supposément qu'il serait mort à cause de ça. Par contre, je comprends. Puis ça, c'est une rumeur, mais par contre, quand on fouille, il n'y a absolument rien. C'est vraiment. Même, il y a des gens qui ont fouillé dans les registres de décès. Puis il y a un Jeffrey Allen Daly de 19 ans qui est mort en mai 81, mais il est mort d'un accident de voiture. Il n'est pas mort du tout de ça. Mais sur Internet, quand tu googles, souvent tu vas voir, il y a 2 personnes de mortes à cause de la borne Berserk, ce qui est faux, en fait. C'est une fausse rumeur. Puis si je continue avec le karma de l'endroit où qui était Friar Tuck Game Room, bien, eux, plusieurs années plus tard, en mars 88, il y a eu un autre drame qui est arrivé dans la même salle d'arcade. Mais là, ce n'est pas un jeu qui a tué quelqu'un, c'est plutôt Edward Clark Jr., 17 ans, qui s'est fait poignarder, en fait. Je vois ça à Calumet City encore. Oui, encore, dans la même arcade, c'est ça. C'est comme si elle avait un drôle de karma. Un peu la mort elle attire un peu la mort. Puis encore une fois, ça nourrit. Ces temps-ci, à Distorsion, on travaille beaucoup sur les complots à l'ère numérique. Mais justement, souvent, cette théorie-là, ça dit que 3 personnes sont mortes à cause de la borne de Berserk, mais ce qui est totalement faux. Il y a une seule personne, puis c'est pas directement à cause. Mais tu vois que tout s'enchaîne un peu autour de ça. Mais il y a un drôle de karma par rapport à cette place-là. Voilà. Oh, OK. Merci, Seb, pour ça fait plaisir. Sur le jeu Berserk. Mais on nous dit que André, le propriétaire du bar ici, nous dit qu'il y a presque pas de gens qui meurent là, en jouant à des jeux vidéo ici. Presque pas, oui. 4-5 peut-être là, dans le dernier mois. Mais c'est un événement assez rare. Là, donc, vous pouvez quand même jouer. Oui, il n'y a pas trop de danger. Sans problème. Puis, ils n'ont pas le jeu Berserk ici. Oui, je serais curieux parce que Atari a racheté les droits aussi. C'est aussi dans les fausses rumeurs, ça dit ça appartenait à Atari, mais Atari ont racheté les droits beaucoup plus tard. Donc, voilà. Bon. Mais merci pour ça, Seb. J'enchaîne avec ma dernière histoire et il va t'en rester une après. Je reste dans la thématique des jeux vidéo ici. Puis, à Distorsion, on traite en ce moment, si vous écoutez notre podcast, on est sur une mini-série sur les théories du complot. Donc, on démonte, on débunk certaines théories. Et une de celles qui nous passionne vraiment beaucoup, c'est la théorie de la simulation. Donc, est-ce qu'on vit dans une simulation? Est-ce qu'on vit dans un jeu vidéo géant créé par un programmeur ou quelque chose comme ça? Et une théorie intéressante qui nous rapproche du jeu vidéo, c'est la théorie des NPC. Oui. Donc, les personnages non-joueurs, les non-playable characters. Et c'est comme une partie un peu de la théorie de la simulation. Je vous en parle un peu. L'idée, c'est que certaines personnes autour de nous ne seraient pas réelles à quelque part. Donc, ces gens-là seraient un peu des figurants dans le film de notre vie. Un peu comme vous, là. Dans notre propre simulation, chacun, on est notre personnage principal et certaines personnes autour de nous sont des NPC. Tu sais, quand on prend le métro ou l'autobus,
il y a bien trop de monde. Je ne sais pas si ça t'est déjà Oui, arrivé, toi. toujours. Il y a des fois des gens que je Maintenant, croise à chaque fois, puis je me dis, si je les suivais, où est-ce que je Oui, me retrouverais? oui. D'après moi, ils finissent tous dans le orange julep. Là. Oui, Tu sais, où, c'est sûr. ils finissent tous dans un endroit comme ça. Ils viennent de la chair à saucisse. Ils allaient tous rentrer dans le orange julep. En fait, c'est pour vrai, on en parle en riant, mais il y a vraiment, quand on pousse un peu cette théorie de la simulation-là, il y a vraiment une variante importante au niveau des NPC. Et dans cette variante-là, ben justement, notre monde, nous, on est des joueurs, on est contrôlé par une conscience extérieure, tout ça, mais il y a d'autres personnages non-joueurs qui seraient des simples figurants générés par une simulation pour remplir le décor ou servir un peu des quêtes secondaires aux vrais joueurs. Et il y a même des vrais vulgarisateurs, dont Rizwan Virk du MIT, la réputée université, qui parle de cette distinction clair entre les joueurs réels et les NPC dans sa théorie de la grande simulation. Donc, sur Internet, évidemment, le tout a explosé. Oui. 4chan, Reddit et tout ça. Et il y a même des memes un peu NPC qui servent à désigner des gens qui sont un peu programmés, sans esprit critique, sans vie intérieure, un peu comme justement des gens qu'on va croiser là, dans Zelda là, ou dans GTA. Là. Qui vont nous vendre quelque chose ou nous renseigner sur quelque chose. Et il y a une approche philosophique même qui a été creusée autour de ça, où on parle de ces gens-là comme étant des zombies philosophiques. Ah. Gros mot, hein? Mais en philosophie de l'esprit, il y a des gens qui ont fait des théories là-dessus, comme quoi il y aurait des zombies philosophiques, c'est-à-dire des gens qui se comportent exactement comme nous, mais sans réelle conscience à l'intérieur. En fait. Donc, ça devient quand même assez troublant. Et comment ils seraient créés, en fait, ces joueurs-là? Ben, dans les croyances, il y a un peu deux modèles récurrents. Il y a le modèle jeu vidéo, optimisation de ressources. Moi, j'ai déjà travaillé ici même à Québec, chez Ubisoft, sur le boulevard Charret. Et c'était commun en level design de jeux vidéo. Par exemple, c'est sûr que si tu ne vois jamais à l'écran l'arrière d'un building, rien ne sert de le texturer, de le rendre beau. D'ailleurs, j'aimerais ça que quelqu'un tire la machine de Mortal Kombat là-bas pour nous vérifier si elle est belle et bien texturée. Là. C'est pas vraiment, c'est pas une machine NPC. Parce que cette théorie-là s'étend même jusqu'au décor, hein, le décor dans lequel on vit. On se rappelle un petit peu le show Truman, par exemple. Oui, où, bien sûr, oui. Jim Carrey se retrouvait dans cette espèce de dôme où vraiment l'environnement est délimité. Tu ne peux pas aller plus loin qu'une certaine zone. Puis aussi, au niveau du décor, eh bien, si on tient compte du fait que notre vision est d'à peu près 20 mm en objectif de caméra, par exemple, ce qui est sur les côtés est un petit peu plus flou, ben ça fait du sens. Quand on tourne notre tête, eh bien, je te vois plus net, mais je vois mes extrémités un petit peu plus floues. Oui. Donc, ça tiendrait au décor aussi. C'est ce qu'on appelle l'œil. Mais... Oui, exactement, cette théorie-là. Et ce que j'ai bien aimé aussi comme terme, c'est que apparemment que c'est justement pour sauver des ressources dans ce grand jeu qu'est la simulation. Justement, il y a des gens qui vont faire des gens qu'on appelle, j'aime bien le terme, qu'on appelle des personnages à faible calcul dans la vie. Donc, je suis sûr que vous en avez tous dans votre famille. Oui. Moi, par exemple, ici, là, je suis le personnage principal de ma propre simulation et vous êtes des êtres à faible calcul dans ma simulation. Et là, tous les gens ont quitté la salle suite à cette insulte. Donc, il y a ce modèle-là. Il y a aussi un modèle nouvel âge aussi qui s'est accroché à ça, disant que justement, il y a un peu un central casting, là, un casting central de la simulation qui a eu lieu. Et il y a certaines personnes qui ont littéralement été castées comme des personnages secondaires dans notre merveilleuse vie, en fait, Seb. Et donc, ça serait possiblement pour sauver des ressources qu'il y aurait des personnages NPC dans nos vies et qu'il y aurait des parties du décor aussi. Et si, par exemple, moi, j'ai pas à aller en Chine aujourd'hui, bien, rien ne cesse de faire un rendu de la Chine là, dans mon monde actuel. Oui. On verra quand je vais y arriver. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu à ça que ça touche, cette théorie-là. Et il y a des créateurs de contenu qui ont, évidemment, on va trouver des influenceurs dans tous les domaines. Oui. Et il y en a dans le monde des NPC. Une auquel je pense, c'est Pinky Doll. Elle a déjà été à Tout le monde en parle. Oui.
C'est capoté. Et elle, Pinky Doll, est un peu la queen des NPC, c'est-à-dire qu'elle va vraiment... Wow. Ben, elle est devenue rappeuse maintenant. J'imagine que c'est ça le endgame. Hein? Tu commences NPC c'est le dans parcours, le but de devenir rappeur. Je pense que C'est ça le doit nouveau être ça. parcours. Ouais. C'est ça le parcours. Comme quand tu vas à OD, ben, la vraie fin, on le sait, c'est Oui. animer un podcast. Oui, Donc, exact. c'est un peu, c'est un peu ça. Et, Pinky Doll, ben, c'est un peu la même chose. Donc, elle va streamer. J'ai presque eu des On a eu des applaudissements. blague, Oh là, my c'est God! rare. Hey, la consécration. Tabarnouche. On n'est pas des humoristes. Nous, on n'est pas habitués de se faire non. applaudir pour des blagues. Drop them. Et puis, justement, ben, Pinky Doll, elle, lorsqu'elle fait des live streams de NPC, par exemple, les gens vont lui donner des cadeaux. Et par exemple, cette crème glacée-là, elle va toujours dire la même chose. Ice cream so good. Elle va répéter la même chose. Et elle peut se faire jusqu'à 7 000 US par mois. Incroyable. En faisant des live streams comme ça. J'ai vraiment manqué. Et tout ça nous amène aussi vers une autre théorie qui est celle des glitches dans la matrice. Oui, Vous avez ben peut-être vu des fois des trucs qui se passent là, devant nos yeux dans la vie, dans la rue, qu'on se dit ça peut pas arriver comme ça, cette personne-là elle fait juste tourner en rond ou genre Oui. tel truc, tel objet a l'air à pas avoir été codé pour suivre la gravité, hein, tu sais, des choses comme ça. Et parfois, c'est des illusions aussi. Et pour parler de glitch dans la matrice et pour terminer cette histoire-là, eh bien, rien de moins que cette vidéo de chien le pauvre chien il saute au-dessus du plus grand canyon de sa vie. Est-ce qu'il va traverser? Le suspense. Bonne question. Il se donne un élan. Oh non. Oh non, le chien va tomber au fond du canyon. Ah ben non, c'est juste un moton de terre un petit peu plus élevé comme ça. Le chien n'est pas tombé au fond du canyon. C'est juste une petite délimitation d'un illusion pied. d'optique. Donc, oui, exactement. Et c'était accompagné d'une musique symphonique que je n'ai pas pu vous présenter. Mais c'est ça, parfois on a l'impression que c'est un glitch dans la matrice et parfois c'est qu'une simple illusion, Seb. Encore l'œil. Wow. C'était ma deuxième et dernière histoire, les amis. C'était très bon. Et sans même qu'on se soit parlé, parce que quand on prépare des cabarets comme ça, qui sont tous différents, ceci dit en passant, tous les shows sont différents selon la ville. Là, on a exposé Québec dans les Epstein Files, mais watch out Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh oui. Hein? Watch out l'Assomption, on vous watch. On va aller voir si vous êtes clean dans les fichiers Epstein. 450. On n'en manquera pas un. Mais on ne s'est même pas parlé, Seb. Et toi, tu as une histoire de NPC, mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, exact. C'est fou, ça. Je te laisse nous parler de ça en guise de conclusion parce que c'est comme la théorie dont je viens vous parler, mais en réel, et on ne s'était même pas appelé avant. Non, c'est ça qui est particulier, mais tout est dans tout. Hein? Ouais. Et je l'ai appelé Nagoro, qui est une petite ville au Japon, le village qui refuse de mourir. En fait, un peu comme tu dis, dans les jeux vidéo, les NPC, ben ça peuple le décor hein, d'une certaine façon, mais ici, c'est un vrai village. À Nagoro, au Japon, c'est vraiment une impression qui existe. À l'arrêt d'autobus, il y a des passagers qui attendent. Dans les écoles, il y a des élèves qui sont penchés sur... ben oui, avant, je vais vous... Ben oui, juste pour... Oui, excuse-moi, oui. Ben dans le fond, Nagoro, comme vous voyez, c'est vraiment un petit village isolé dans la préfecture de Tokishima, sur l'île de Shikoku. Quand même. Et elle a maintenant, je vais y revenir un peu tout à l'heure, là, mais ils ont même pas, ils ont une vingtaine d'habitants. Là, puis leur top, c'était 300 habitants. Mais ils ont déjà eu une ville fonctionnelle. Mais aujourd'hui, si vous y allez, vous allez voir aux arrêts d'autobus, il y a des passagers qui attendent. Dans les écoles, il y a des élèves qui sont sur leur pupitre. Aux fenêtres, même, il y a des visages qui surveillent les routes, mais il n'y a rien qui bouge. Hein. C'est ça un peu qui nous rappelle un peu un décor de jeux vidéo, mais dans la vraie vie. Puis ce qui explique ça, c'est que Nagoro, en fait, n'a pas toujours été figé comme ça. Là. Ça a été un village qui avait plus de 300 habitants, il y avait des campagnes japonaises, mais c'est qu'avec le temps, il y a eu quelques industries qui nourrissaient les gens à l'époque, mais ça s'est modernisé et tout ça, puis les jeunes, ils sont partis vers les villes. Ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas eu de nouveau-nés. Donc, les emplois se sont rarifiés. En 2015, il restait 35 habitants. Et en 2023, comme je vous dis, il était à 24 habitants, mais la population elle a réaugmenté dans les dernières années de quelques habitants. J'y reviens un peu plus tard.
la personne qui a mis au monde... Ah oui, ben juste pour vous dire aussi, c'est ça, c'est vraiment une place très difficile d'accès, comme vous pouvez voir. Mais maintenant, là, je me scoop un peu, mais il y a beaucoup de tourisme à cause de cette histoire-là qui a été virale sur le web, mais j'y reviens, mais juste pour vous montrer un peu comment que c'est pas accessible du tout. Et même, ah oui, à l'époque... Même à l'intérieur. Oui, ben ça, c'était à l'époque, quand il y avait le 300 habitants. Il y avait c'est des Pikinko, un truc comme ça. C'est comme un hybride entre arcade et casino un peu. Puis ce qu'il expliquait, c'est que quand une ville a ça, ben, c'est qu'il y a quand même une vitalité économique. Et il y avait ce type d'endroit-là à l'époque, là, avant 2002. Donc, c'était quand même une ville qui vivait, mais j'aimais quand même l'ambiance de ces endroits-là. Je serais curieux même d'y aller un jour. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés au Japon, qui ont déjà visité ça, mais ça a l'air, c'est quand même fébrile. C'est vraiment, comme je te dis, un hybride d'arcade et casino. Et là, je reviens. Si on va à la prochaine slide, voilà, la prochaine. Ah oui! J'ai fait, ça c'est un peu scolaire, mais je m'en excuse, mais j'aimais beaucoup mon graphique pour vous montrer un peu. Ah, c'est toi qui as fait ça? Oui, je me suis fait aider du AI, mais j'ai envoyé mon data quand même. OK. Jamais j'aurais pensé répertorier le nombre de poupées versus le nombre d'humains. Merci. le nombre d'humains. Puis on voit la croissance des humains qui descend progressivement, mais la croissance des poupées, qu'elle augmente. Et justement, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 400 poupées. Et c'est que... Et pour 25 habitants humains. Pour 25 habitants à peu près. Là, même, je pense, sont à 30 ces temps-ci. Et qui a démarré tout ça, en fait, c'est Tsukimi Ayano. Tsukimi Ayano, elle est née à Nagoro, mais elle a quitté le village quand elle était plus jeune, puis elle a vécu plusieurs années à Osaka. Mais en 2002, elle est revenue justement dans son village natal pour s'occuper de son père qui était malade. Et là, elle a commencé à cultiver la terre, mais les grains poussaient pas. Et elle a pensé que c'était à cause que les corbeaux mangeaient les grains. Fait qu'elle s'est dit, ben, je vais faire un épouvantail à l'image de mon père. Puis là, elle a fait lui, puis elle l'a installé dans le champ, puis elle a remarqué qu'il y a un passant qui a salué l'épouvantail. Fait que là, elle a dit « Oh my God! » Puis ça a été comme un déclic. Fait que ça a dit « ben, je vais remplir le vide avec tous les gens qui partent ou qui meurent, mais je vais reconstruire un peu leur vie, un peu comme un NPC dans un jeu vidéo. Je vais reconstruire leur vie. » Elle réutilise des poupées, elle les fabrique, souvent des vêtements récupérés. C'était comme troublant au début de l'histoire. Finalement, c'est cute, on dirait. Oui, c'est toujours cute et troublant. C'est toujours un peu... parce que ça fait des belles photos un jour de soleil, comme ça, tout le monde est souriant, mais... Un jour dark là, de pluie là, ou de... Les poupées tout en mouillées. Mon Dieu, ça doit être creepy un peu. Oui, quand même. Puis leur durée de vie, elle dure 3 ans quand même, les poupées. Puis elle les régénère. Elle les régénère. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais elle les recrée. Elle en recrée. Elle les refabrique. Oui, elle les refabrique à chaque fois. Puis un autre moment marquant, si tu bascules dans les photos, ben ça, c'est ça. C'est qu'au début, là, elle a compris que les champs, ça fonctionnait bien. Fait que là, elle en a mis un petit peu partout. Et par la suite, c'est ça, elle s'est mis à en fabriquer d'autres. Et le gros Q, reste ici. Le gros Q, c'est l'école. Parce qu'en 2012, il restait 2 élèves dans l'école, puis ils ont fermé l'école. Parce que là, il y aurait. Puis elle a remplacé, elle a fait des poupées avec les vêtements des 2 derniers élèves. Tu sais, je trouve ça quand même cute, comme tu dis. Là. Elle a recréé une salle de classe avec des professeurs, puis tu peux la visiter avec des enseignants et tout ça. Elle veut vraiment pas que ça meure, tout ça. Mais ces gens-là ne payent pas leur impôt. Là, on ne fera pas un pays avec ces gens-là non plus. Là. Un pays. Mais non, tu as raison. Non, effectivement. Puis même, leur économie, malgré que, justement, avant 2012, avant 2014, c'était assez discret. La plupart des gens ne connaissaient pas ça. Mais en 2014, il y a eu un groupe d'étudiants allemands qui ont fait un petit documentaire de 6 minutes, puis ça a été de 6 minutes qui a tout changé, en fait, qui s'appelle Valley of Dolls. Et c'est Fritz Schumann qui a fait ce documentaire-là, puis il l'a présenté au Short of the Week, puis ça a été repris après ça par les BuzzFeed de ce monde et tout ça. Et c'est devenu viral. Puis sache, Émile, qu'aujourd'hui, il y a des milliers de visiteurs chaque année pour une ville de 30 habitants. C'est très, très bon au niveau du tourisme. Maintenant, notre dame, elle a fait ça temps plein. Elle offre des ateliers
ateliers, en plus de s'occuper de ses poupées, elle offre des ateliers de différents visiteurs qui arrivent à leur enseigne comment faire des poupées, elle leur fait visiter le village. Et non, c'est ça, fait qu'il y a une économie, il y a même des taxi tours qui t'amènent de je ne sais plus où au Japon, c'est 6 heures de route pour t'amener. Ça fonctionne, fait que ça a recréé une sorte d'économie locale, même si c'est pour ça qu'il y a une petite hausse dans la démographie de quelques habitants qui a recréé ça. Mais au moins, le bon côté de ça, c'est que ça a fonctionné, en fait. C'est ça le point. Oui, ça a fonctionné. Elle, c'est pour pas que la ville tombe dans l'oubli. Elle a fait ça pour ça. Puis finalement, grâce un peu à l'Internet, si je peux dire, bien, ça a amené une certaine viralité. Puis ça amène des gens. Puis personne n'oublie maintenant. Il y a tellement de reportages sur YouTube. Puis là, je ne vous ai pas mis beaucoup de photos, malgré que ça a l'air qu'il y en a beaucoup. Mais c'est vraiment creepy la première fois que tu tombes là-dessus. Mais, oui. Mais bravo à elle. Puis donc c'est ça. Fait que c'est ma version des NPC, mais dans la vraie vie. Ça termine sur une note positive, oui. ce qui n'est pas toujours le cas dans le cabaret. Non, exact. Oui, exact. Merci beaucoup pour cette histoire. C'est déjà la fin, chers amis. Ça a été un plaisir d'être là. Oui, vraiment. Merci à Denis Martel pour l'organisation de ce Denis. bel événement. Merci au bar Le Vox, à la Barberie, à tous les commanditaires, Urbania, Casadel, Studio SFX, Cégep Limoilou. Merci tout le monde. Sachez que, encore une fois, on a de la merch à vendre. Si vous voulez nous encourager, si vous voulez nous dire un petit mot, on va se rendre près de la merch. Aussi nous aussi, sous peu. Et puis, je pense pas que vous courez de danger là, à essayer une des machines ici. Là. Ça devrait être correct. Vous pouvez vous laisser aller, ça devrait être correct. Surveillez votre pouls sur votre Fitbit. Yes. Si vous avez aimé ça, sachez qu'on s'appelle Distorsion Podcast et qu'on est de retour dans votre belle ville le 3 juin prochain. Oui. Et que l'appartement de mes études est à louer sur Marketplace à 1 700 $. Il n'a pas dit qu'il y avait une petite cote dessus. Oui. Merci tout le monde. Yeah. Bonne soirée.